À partir de la découverte du Santal sur la Grande Terre et de l'arrivée des premiers maristes en 1843, nombreux sont ceux qui ont tenté de s'installer dans les parages de Yengen. Au départ, elle a été une base commerciale pour les anglo-saxons qui entretenaient une bonne relation avec le grand chef Boirat. Mais très vite, avec la prise de possession des Français, tout va changer. Des tensions naissent et il faudra attendre des années et l'exil du grand chef Boirat à Tahiti puis son retour pour que se calment les affrontements. Histoire d'histoire en pays Yehen, c'est tout de suite sur Calédonia. Je m'appelle Joseph Boirat Carrier, arrière-petit-fils du grand-père Boirat qui habitait dans la vallée de Yengen au moment de l'arrivée des Anglais dans les années 1846, 43-46. Actuellement, je suis en résidence sur ce lieu-là qu'on appelle l'Inderalik, qui est une des tribus d'une chefferie de Yengen. Je m'appelle Patrice Godin, je suis anthropologue. Je travaille sur Yengen effectivement depuis bientôt 40 ans. Ben voilà le journal de Haskin. Et c'est dedans où on entend pour la première fois parler d'Yengen. Un des premiers dessins, une des premières représentations de l'entrée d'Yengen, avec à la fois donc ce qu'on appelle le 5, Wedjo, là-bas Pua, et puis les rochers de la baie de la Yengen. Et il y a aussi la représentation de la maison Boirat, et c'est très intéressant de sa case parce que c'est pas la grande maison traditionnelle, là voilà. On voit donc la maison de celui qu'on appelle Boitette à l'époque, marqué ici Bassette, mais en vérité c'est une anglicisation de Boitette. Et Boitette et Boirat c'est le même nom. Boitette c'est en pinjé et Boirat c'est en Fouin-I. Et donc ça, c'était sa maison? Ça, c'était sa case, effectivement, dont on voit qu'elle était aménagée de façon, y compris avec une fenêtre un peu à l'occidentale. Elle était où, cette case? Alors là, c'est sur la région dite d'Ouyipuadan, c'est-à-dire là où est actuellement le village de Yengen, avec la mairie. Nous, les Boirat, on descend d'un grand-père qui est parti de Wallis. Et ce grand-père vient du district de Hahake, du côté de Wallis. Donc ils sont venus avec une partie de ces sujets. Donc ils se sont arrêtés, ils sont venus en caravane dans le temps, et ils se sont arrêtés dans les îles du nord d'Ouvéa, qu'on appelle aujourd'hui Botan-Beaupré. Mais nous, à la langue, on appelle les îles Heo. Les Boirats sont effectivement arrivés probablement de la région de Wallis, ou en tout cas de Polynésie, en passant par Ouvéa. Et c'est en arrivant sur Ouvéa qu'ensuite ils se sont retrouvés accueillis dans le bas de la vallée de la Yengen. Ça, bien entendu, bien avant l'arrivée des Européens. Et ils sont atterris ici sur Yengen, dans la baie de Yengen. Et c'est la grande chefferie d'Ouï qui les a accueillis ici.
Comme toujours, quand un groupe arrive de l'extérieur, on va lui donner une place et l'aîné de la lignée qui s'installe va être considéré comme chef. Elle va être accueillie par les Dwi-Wena dans le bas de la vallée. Il se trouve que quelque temps après l'implantation de cette lignée, de chefs venus de Polynésie, il y a un conflit dans la moyenne vallée de la Yingen, où les chefferies à la fois de la haute vallée, la chefferie Goa, et en même temps la chefferie Poway du bas de la vallée de la Yingen sont confrontées à des conflits avec le chef de la moyenne vallée. La guerre va éclater, il va y avoir une reconstruction de la chefferie, une refondation de la chefferie. Et on va attribuer à celui qui ne s'appelle pas encore Boirat à l'époque, on va lui attribuer la place de petit-fils et fils à l'intérieur de la chefferie, c'est-à-dire la place que nous on appelle la place de grand chef. Sur cette photo est Dwi Boirat. Descendant des précédents, il sera en règne lors de l'arrivée des Anglais. Les Anglais, ils arrivent essentiellement pour faire du commerce. Ils sont à la recherche de bois de santal, ils sont pêcheurs de baleines. Et donc, ce qu'ils cherchent, c'est un certain nombre d'endroits où ils vont pouvoir établir des liens pour refaire leur cargaison de denrées, de vivres. Les Anglo-Saxons, sensibles aux sites et aux ressources de Yingen, choisirent également de s'établir dans cette tribu, car ils espéraient une protection efficace de la part de son grand chef, Boirat. Boirat, Basset ou Bassam pour les Anglais, était un homme jeune, 25 ans peut-être en 1843. Grand et bien proportionné. Il disposait d'une autorité naturelle dans sa tribu. Autorité que les missionnaires catholiques qualifièrent de despotique ou de tyrannique. Il jouissait d'une influence importante dans tout le nord-est de la Grande Terre. C'est une relation commerciale qui a eu lieu dans le temps. Donc, quand les Anglais sont arrivés ici dans le Pacifique, donc ils ont eu plusieurs sites où ils se sont installés. D'abord dans le sud, ensuite ils sont venus sur la côte est. Et sur la côte est, ils ont négocié avec la chefferie Boirat pour le commerce du santal. Et en même temps aussi, ils ont négocié avec Boirat s'ils peuvent pêcher du trépan ici, dans la région de Yingen, sur les îlots et partout. La biche de mer ou trépan, que l'on trouvait en abondance sur la côte est et qui était elle aussi destinée au marché chinois, suscite également de l'intérêt. Les agents de Paddon et de Towns implantés à Yingen préféraient utiliser des Malais ou des pêcheurs de la région pour récolter ces animaux marins à qui les Chinois prêtaient des vertus aphrodisiaques. Le grand-père leur a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Ça fait qu'il leur a accordé un lieu pour, nous ici à Yingen, on dit pour s'asseoir. Et le lieu qui a été accordé, vous voyez le Sphinx, à l'embouchure de la Yingen, il leur a donné cet île-là pour habiter. Et moi, c'était un exemple que j'ai vu de mes yeux quand j'étais parti à l'école à la mission de Waré dans les années 53-54. Et quand on descendait sur cette île-là, on voyait les marmites en fer où ils cuisaient les holoturies. Et sur le rivage là, qui descendait vers la mer, quand c'est la marée basse, on voyait des rails de train ou je ne sais pas quoi qu'ils ont fait. Et ça, j'ai vécu, je me suis aperçu de ça quand j'étais là-bas à l'école. Et c'est là qu'ils m'ont raconté, mais ça c'est le lieu où les Anglais faisaient leur culture, enfin c'est là où ils s'assoient pour faire le commerce avec nous. Non, ils étaient en très bonne relation, surtout au niveau commercial, parce que c'est la première fois que grand-père a eu des hommes qui arrivaient d'un autre pays et qui ne les connaissaient pas. Ils ont vu qu'ils venaient pour leur donner la main. C'était pas pour comment dire, prendre les terres, mais eux, ils venaient dans le sens de commercial, échange autrefois. Et c'était comme ça que grand-père a accepté cette situation-là, à ce moment-là, avec les Anglais. L'accueil est celui quasiment d'un souverain à l'époque.
On a du mal à penser ça aujourd'hui, parce que la colonisation est venue effacer, ou en tout cas brouiller, toute cette période des premiers contacts. Mais le chef Boirat est considéré comme un roi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va le nommer, si vous lisez les premiers textes. Il est considéré comme le souverain de la région, et donc s'établissent des rapports diplomatiques. On trouve la même chose à Hawaï, ou à Tonga, ou dans d'autres régions du Pacifique, et des rapports commerciaux. Et dans ces rapports-là, on va proposer au grand chef Boirat, on va lui proposer d'aller en Australie, et là de rencontrer un certain nombre de gens de la maison Townes, et puis de responsables politiques australiens. Et il va effectivement faire le voyage. Il n'hésita pas à suivre le capitaine Richards, qui l'invitait à visiter Sydney dès 1843. Devenu l'interlocuteur privilégié des santaliers qui fréquentaient la côte Est, il obtint son premier fusil en 1846 et se révéla très habile dans le maniement des armes à feu, au détriment de ses sujets et de ses voisins. À l'initiative de Townes, Boirat accepta de se rendre une deuxième fois dans le grand village de Sydney en 1848. Accueilli peut-être à la table du gouverneur des Nouvelles-Galles du Sud, traité de King of New Caledonia par la presse de la capitale, il reçut de nombreux cadeaux. Enfin, pour nous, dans la région de Yehen, c'est lui. C'est lui qui a voyagé à l'extérieur du pays. Il paraît qu'il a été accueilli par le gouverneur de Galles du Sud. Et ils l'ont fait donner des cadeaux, tout ça. Et quand il est revenu avec des cadeaux. Et ils l'ont habillé comme les gens de l'époque, quoi. Il est revenu avec les pantalons, les chemises, les chapeaux, tout ça. On dit aussi qu'il avait ramené une femme de là-bas, une Anglaise rousse, et qui lui a donné des enfants, qui clique une partie de la lignée issue de la chefferie Boirat, enfin des lignées issues de la chefferie Boirat, ont effectivement des yeux très clairs et la peau très claire aussi. Le Pacifique est en train de naître à ce qui n'est pas encore complètement la colonisation. En Australie, Nouvelle-Zélande, oui, ça a déjà largement commencé, mais en train de naître au commerce international. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'un côté l'Asie et de l'autre l'Amérique, avec notamment les États-Unis qui sont eux aussi en train de se construire. Et donc c'est une zone prometteuse pour le commerce international. Ça va bouleverser considérablement les choses. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui. Et c'est encore difficile d'avoir une vision très claire parce que le travail d'archives n'a pas été encore complètement fait. On ne dispose pas encore de toutes les sources. Mais il y a un gros travail à faire pour arriver à montrer comment la chefferie Boirat a systématiquement organisé ensuite ces échanges. La religion catholique, elle est clairement attendue dès les premiers contacts, avant même le début de la colonisation, puisque les missionnaires arrivent, je crois, en 1843 à Pueblo, et l'année suivante, il y a déjà des visites qui sont faites à la chefferie Boirat, et la chefferie Boirat va octroyer à l'Église catholique un lieu pour s'installer. Oui, le promontoire de la gendarmerie, ça a été donné à Monseigneur Douard quand il est venu. Et à ce moment-là, Monseigneur Douard, comme il a vu que les pères ils commençaient à s'entendre bien comme il faut avec les gens de Balade, donc il a dit au Monseigneur quand il est venu de venir s'installer là-haut, au lieu dit Paikaleon. Et il lui a donné cet endroit-là, Paikaleon. Et Monseigneur a accepté, ils se sont donné des dons pour prendre Paikaleon, pour qu'il constitue une résidence de Monseigneur. Mais seulement Monseigneur n'était pas venu dans le temps, parce qu'il y avait des problèmes aussi au niveau de la mission mariste dans le Pacifique, ce qui fait que ça a traîné pour venir s'installer à Yangen. Et ce qui fait que le grand-père, il a été plus ou moins, comment ça s'appelle, décontenancé par cette situation-là. Il se trouve que les maristes ne viendront jamais,
et que ça va causer beaucoup de désagréments à la chefferie Boirat, qui voit qu'on s'installe à certains endroits, mais pas chez lui. Et donc, il va y avoir des tensions assez fortes, on le sait, hein, entre la chefferie Boirat et l'Église catholique. Mais finalement, le fils du chef Boirat va se convertir. Alors, il y aura tout un mouvement. Il va se convertir un premier temps, ensuite il va apostasier, ensuite il va se reconvertir. Mais il va finalement faire rentrer l'Église catholique à Yingen, et à partir de là, il y a la mission de Waret qui va se créer. Et puis dans le sillage justement des premières spoliations foncières, un certain nombre de gens qui sont liés à cette chefferie Boirat vont eux se convertir au protestantisme, et c'est clair que c'est en grande partie lié à l'opposition vis-à-vis de la mission catholique, qui ne bouge pas énormément, dont on attendait un peu qu'elle vienne défendre les gens face aux spoliations foncières. On pensait que ça serait une garantie, et elle ne l'est pas. Donc un certain nombre de gens vont se convertir au protestantisme. 24 septembre 1853. La France prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Une fois qu'il y avait la prise de possession ici, donc c'est les Français qui sont arrivés. Et grand-père a constaté que les Français n'ont pas eu le même comportement que les Anglais. Et ils venaient, c'était pour prendre la possession de la Calédonie. Quand les Anglais, ils venaient, c'était pour le commerce. Il a compris tout de suite ça. Ce qui fait qu'il n'a jamais voulu donner ce qu'on appelle les propriétés au gouverneur, qui était à ce moment à l'époque. Comme toujours, c'est un coup de force, la prise de possession. La chefferie Yehen va résister un certain temps, elle se trouvera soumise, mais comme elle est assez densément peuplée, la colonisation foncière va être très tardive à Yingen. Elle va attendre la fin du 19e siècle pour réellement se développer. Largement prévenu contre Boirat et ses sujets par les pères maristes, Tardy de Montravel commença sa tournée sur la côte orientale par la tribu de Pueblo, dont les chefs ne firent aucune difficulté pour accepter la domination française, reçurent un pavillon et s'engagèrent à respecter un code hâtivement rédigé par les missionnaires sur le modèle de celui de Balade. Disposant de forces qu'il jugea suffisantes pour empêcher toute résistance de la part de la tribu de Yingen et de son chef, Tardy gagna l'entrée du port le 5 mai 1854. Boirat, inquiet, finit par se rendre à bord de la Constantine à l'invitation pressante de l'officier de marine. Il se montra soulagé d'apprendre que ses biens et son territoire ne lui seraient pas enlevés et qu'il n'était pas contraint d'embrasser le christianisme. Il s'engagea également à interdire l'anthropophagie dans sa tribu, à respecter la vie des Européens et à reconnaître l'autorité de la France. Et c'est à partir de 1897 et surtout à partir de 1907, en vérité, que la colonisation foncière va se développer à Yingen. Mais c'est une soumission à laquelle les gens ne se résolvent pas. Et il y a régulièrement des tensions qui se font jour à Yingen, même si, bien entendu, la situation est telle que les gens sont bien obligés d'accepter ce qu'il a fait. Le 7 mai se déroula la cérémonie de la prise de possession de la tribu. Toutes les embarcations des 2 navires de guerre débarquèrent 200 hommes en armes et 4 obusiers de montagne sur la plage de la Pointe Calégone. Car il semblait indispensable d'impressionner et d'intimider des indigènes dont on se défiait grandement. L'acte officiel fut signé par Boirat, le drapeau tricolore hissé en sa présence et salué de 21 coups de canon. Mais ça va avoir comme conséquence, surtout au moment où on va fermer la côte Est au commerce justement avec les anglo-saxons, c'est toute cette économie qui s'était mise en place entre les chefferies et les traders anglo-saxons qui s'écroule, et on va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir redévelopper l'économie dans les tribus.
Un nouvel incident sérieux éclata le 9 septembre 1857. Une pirogue faisant route ce jour-là de Wagap à Puebo et transportant plusieurs chrétiens indigènes presque tous originaires de la tribu de Puebo fut obligée de relâcher devant Yengen ses passagers, pris à partie par les guerriers de Boirat, parvinrent néanmoins à reprendre la mer, mais en abandonnant 2 des leurs qui furent tués. Les chefs de Puebo s'étaient engagés à ne pas faire la guerre à leurs adversaires sans consulter le gouverneur, contre la promesse de la protection de la France. Ils réclamèrent donc vengeance. Dubouzé décida donc d'intervenir, d'autant qu'il rendait Boirat responsable de toutes les intrigues ourdies contre les Français. Il confronta le grand chef au patron de la pirogue agressée, et convaincu de sa culpabilité, ou du moins de la nécessité d'éloigner un homme considéré comme anti-chrétien et anti-français, il s'assura de sa personne et fit conduire le prisonnier à Port-de-France. Le ressentiment des indigènes de Yengen fut d'autant plus vif que l'arrestation de leur chef s'était effectuée par surprise, contrairement à tous leurs usages. Il s'accrut encore lorsqu'ils apprirent que celui-ci, évadé de la Moselle à la nage et de nuit, avait été retrouvé quelques heures plus tard à 6 km de Port-de-France par des chrétiens indigènes du village de la Conception, lancés à sa poursuite. Dubouzé avait promis une forte récompense pour l'arrestation de Boirat et de son compagnon Boé. Il tint parole et accorda une somme de 200 francs. À cette occasion, le gouverneur s'émerveilla de ce que les chrétiens de la Conception, en partie originaires de Puebo, aient osé porter la main sur un chef comme lui, tant le prestige de Boirat semblait grand. Décidément bien encombrant, le grand chef Boirat fut exilé à Tahiti en février 1858. Il a fait 6 ans aussi à Tahiti. Son frère, qui s'appelait Moyan, qui résidait à ce moment-là, quand il est parti sur Tahiti. Parce que son fils, qui s'appelait Philippe, il était tout jeune encore. Et ce grand-père-là, le fils, qui s'appelait Philippe, il a été accueilli à la chefferie d'Ouvert, là-bas, au moment où grand-père était en prison à Tahiti. Sa mère, je crois que c'est une femme d'Ouvert, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé pour se réfugier à Ouvert. Ah oui, parce qu'il était en danger ici? Ah mais c'est normal. Et c'est comme ça qu'il a été à Ouvert, pendant que le grand-père, son père, était en prison à Tahiti. Quand il revient de Tahiti, il va... La mission catholique est un peu en but avec l'administration centrale, l'administration de l'État français. Et donc il va y avoir un deal, comme on dirait aujourd'hui, entre le grand chef Boirat et le gouverneur Guillain, qui va faire que le grand chef Boirat va réussir à relancer, grâce à l'introduction de plants de café, la culture du café dans la ville de Yengen. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que l'essentiel des caféeries, comme on dit ici, ont été plantées par les Kanaks eux-mêmes. Tout ce qui avait été fait à l'époque des Anglais a été défait, et là, il va profiter du lien que Guillain a besoin de lui comme allié pour contenir l'évolution justement de la mission catholique. Et donc, ils vont faire alliance. Et dans cette alliance, Boirat va obtenir les plants de café et la possibilité de lancer sur une grande échelle la culture du café. Et donc, les plants de café vont être redistribués par les chenaux coutumiers, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et Yengen va devenir une grande zone de plantation de café. Et ces plantations de café vont faire de Yengen un des hauts lieux de la caféiculture en Océanie. Philippe a pris la suite en 1973, son fils, il a pris la suite ici, de la chefferie. Donc le calme est revenu tout doucement. Ce que je retiens de ces 2 grands chefs, c'est qu'ils ont défendu le pays, jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est sorti d'ici pour le pays aujourd'hui, c'est qui a pris la suite de ces 2 grands chefs? C'est M. Ikibao. M. Ikibao, c'est mon cousin Germain. Sa mère, c'est Boirat. C'est le frère à tout notre papa. Le petit-fils au vieux Philippe. Donc la maman aussi, c'est la petite-fille du vieux Philippe, Boirat. Donc c'est lui qui a fait que le pays aujourd'hui soit là, au niveau kanak aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle
la révolte katak, c'est M. Chimbao. Parce que lui, il est sorti de ces deux grandes chefferies qui ont toujours résisté.